Les partis indépendantistes catalans donnent ainsi le coup d'envoi de leur campagne pour les régionales du 21 décembre. Une situation ironique, leurs principaux candidats étant soit exilés, soit emprisonnés. Chose qui ne semble pourtant pas les déstabiliser. Bien au contraire, ils y puisent la motivation pour gagner ces élections. Nous allons gagner pour Cuixart, nous allons gagner pour Sanchez, nous allons gagner pour le gouvernement en exil car nous allons les faire revenir. Nous allons gagner pour la démocratie. Nous allons gagner parce que gagner est la seule manière de faire sortir Oriol de prison. C'est pour ça que nous allons gagner. L'un des premiers meetings électoraux s'est tenu à Barcelone. Un rassemblement au cours duquel Carles Puigdemont, le président destitué de Catalogne, en exil à Bruxelles, s'est adressé à ses partisans via une vidéoconférence dans un message dirigé contre Madrid. Notons que le tribunal suprême a retiré le mandat d'arrêt international lancé contre sa personne. Il reste toutefois sous le coup du mandat d'arrêt espagnol. Extradition du président déchu de Catalogne. La justice belge rendra sa décision le 14 décembre. C'est alors que Carles Puigdemont et 4 autres dirigeants indépendantistes catalans connaîtront leur sort. L'annonce de cette date a été faite lors d'une audience devant la Chambre du Conseil à Bruxelles par le juge chargé d'examiner le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de ces 5 anciens membres de l'exécutif régional catalan en exil. Aujourd'hui, le procureur a répété ses réquisitions de demande d'exécution du mandat d'arrêt européen vers l'Espagne. Nous avons plaidé qu'il ne devait pas y avoir lieu à une extradition vers l'Espagne. Nous considérons que les faits qui sont reprochés au gouvernement catalan ne sont pas punissables en Belgique, premier point. Et deuxième point, que s'ils étaient extradés vers la Catalogne et vers l'Espagne, il y aurait là un risque de violation des droits fondamentaux. Carles Puigdemont et ses 4 collègues se sont exilés en Belgique depuis le 30 octobre pour échapper aux poursuites. Ils sont sous la menace d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice espagnole. Tous les 5 sont poursuivis pour avoir participé au processus de sécession de la Catalogne qui a débouché le 27 octobre sur une proclamation unilatérale de la République catalane. Collision entre 2 trains en Allemagne. Plus de 40 personnes ont été blessées dans l'accident survenu mardi soir près de Düsseldorf. La cause de l'accident reste encore indéterminée. 173 personnes voyageaient à bord du train lorsqu'il est entré en collision avec un train de marchandises à l'arrêt de la compagnie nationale de fret DB Cargo. L'accident aurait pu être plus grave si le conducteur du train de passagers n'était pas parvenu à stopper son convoi avant qu'il ne s'encastre complètement dans le train de marchandises. Le conducteur n'a pas été blessé selon la police. Parmi les blessés, 7 souffrent de blessures importantes et 1 se trouve dans un état grave. Un précédent bilan faisait état d'une 50aine de blessés. Le train de passagers assurait une liaison régionale entre Cologne et Krefeld, tandis que le convoi de marchandises devait relier Rotterdam aux Pays-Bas. Le plus grave accident de train de l'histoire récente en Allemagne remonte à 1998. Il avait tué plus de 100 personnes. État d'urgence au Honduras, il n'en sera pas question. Les agents de police s'insurgent contre l'idée. Lundi, ils ont été des centaines de policiers à descendre dans la rue pour marquer leur refus de faire appliquer l'état d'urgence et de réprimer les manifestations de l'opposition. Libre cours est donc donné à cette dernière de dénoncer l'élection présidentielle du 26 novembre qu'elle qualifie de frauduleuse. Les membres des Cobras, les unités de la police anti-émeute, soutenus par d'autres policiers, sont sortis de leur caserne pour manifester. Comme le dit l'un d'eux, je cite, « La vérité, c'est que nous ne voulons plus nous battre contre le peuple. » À travers ce mouvement, les policiers du Honduras exigent que la paix s'installe et que ce problème soit résolu et qu'il n'y ait plus de morts, plus de sang.
Mais du côté du gouvernement, les autorités ont affirmé que les policiers manifestaient en réalité pour des questions salariales. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a ainsi assuré que les policiers avaient été incités à se mutiner pour une affaire de retard supposé de paiement de salaire et que ceux-ci avaient été réglés. Entre-temps, les autorités électorales ont lundi annoncé avoir enfin fini de dépouiller les bulletins de la présidentielle à 99,96%, mais ont refusé de désigner un vainqueur en raison de possibles recours. Les résultats donnent le président sortant de droite, Juan Orlando Hernández, en tête avec 42,98% des voix contre 41,39% à l'opposant de gauche et présentateur de télévision, Salvador Nasrallah. Johnny Hallyday, la légende du rock, n'est plus. L'artiste français s'est éteint des suites d'un cancer dans la nuit de mardi à mercredi. La France est en deuil. L'idole des jeunes aux dizaines de tubes et plus de 100 millions de disques vendus, surnommé l'Elvis français par la presse internationale, est mort à 74 ans dans sa maison de Marnès-la-Coquette, près de Paris. Son décès a suscité de nombreux hommages et réactions de tristesse chez ses fans, ses amis et même jusqu'au sommet de l'État. Ça y est, Johnny, ça va faire un truc. Oh, je suis triste. C'était l'idole de ma mère. Donc j'en ai beaucoup de souvenirs de chansons quand j'étais petite, mais oui, voilà, c'était Johnny. C'est triste. Très triste, très triste, vraiment très peiné, vraiment. J'ai pleuré à 7h ce matin quand je l'ai appris, j'ai pleuré parce que c'était un pan de notre histoire nationale qui s'en va là. Ce dernier monstre sacré de la chanson française. C'est un grand bonhomme, vraiment un grand bonhomme qui disparaît. Vraiment, ça m'a vraiment profondément touché. Forcément, il évoque un monument de la musique française, donc on ne peut pas être insensible et on pense forcément à sa famille et ses proches dans cette période. Au fil d'une vie menée à fond de train, avec ses accidents, ses amours tempétueuses et médiatisées, ses maisons en Suisse et aux États-Unis sur fond d'accusation d'exil fiscal, Johnny était devenu plus qu'un artiste. Il était devenu une légende dans le monde francophone. À Los Angeles, la ville des célébrités hollywoodiennes, Johnny était une star discrète qui continuait cependant de dévorer la vie. Comme des milliers de Portoricains depuis le passage de l'ouragan Maria, Cristina Sanchez s'apprête à quitter l'île. Un aller simple pour une nouvelle vie. Arrivée à l'aéroport d'Orlando, Cristina est aiguillée par le centre d'accueil prévu par l'État de Floride. Elle fait partie des 27 000 personnes qui ont demandé de l'aide dans ce centre. Je m'enfuis pour échapper à tout ce qui se passe là-bas et c'est très dur sur le plan émotionnel. Pour moi, c'était la goutte d'eau et j'ai décidé de venir aux États-Unis. J'ai envoyé mon fils à New York et je suis ici pour essayer de nous installer pendant qu'il termine sa 4e. Déborah, elle, est en Floride depuis près de 2 mois avec sa fille. Elle vit dans une chambre d'hôtel payée par l'Agence américaine des situations d'urgence. Mais à leur arrivée, elles ont passé quelques nuits à l'aéroport. Déborah peine à trouver un emploi à temps plein. Alors en attendant, elle travaille pour une organisation qui lui est venue en aide. Les associations à but non lucratif comme celle-ci aident les Portoricains à trouver des solutions temporaires. Pour sa présidente, l'afflux massif de cette nouvelle population risque de mettre sous pression l'ensemble des services de l'État. Imaginez, les ressources pour les écoles seront limitées, les hôpitaux aussi, parce que nous avons beaucoup de familles qui n'ont pas d'assurance santé et donc elles doivent se rendre aux urgences sans couverture médicale. Ça va prendre des ressources de la vie quotidienne de la communauté, mais nous allons devoir être créatifs. Il n'y a pas d'autre solution. Les aides au logement de Déborah et de Cristina prendront fin en janvier. Elles devront alors se débrouiller seules. Et avec les milliers de Portoricains attendus dans les prochains mois, le centre de la Floride pourrait être confronté à une crise du logement.
C'était lors d'une conférence de presse à Bruxelles, aux côtés des 4 anciens conseillers ministres catalans exilés, que Carles Puigdemont a fait sa déclaration. Le dirigeant indépendantiste a ensuite précisé qu'il n'excluait pas de rentrer dans son pays après les élections régionales du 21 décembre en Catalogne, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'on peut circuler sans aucun souci ailleurs de l'Union européenne, sauf l'Espagne bien entendu? On n'a pas encore la réponse à ça et si nous l'aurons, donc on va la communiquer. Mais pour l'instant, on va rester ici. En effet, la justice espagnole a renoncé mardi à demander à la Belgique l'extradition de Puigdemont, candidat aux élections du 21 décembre, préférant attendre qu'il revienne de lui-même en Espagne pour l'arrêter. Il risque donc d'être interpellé s'il rentre en Espagne. Lui et ses ex-ministres ont aussi dénoncé le refus de Madrid d'accepter que le scrutin du 21 décembre se déroule sous l'œil d'observateurs internationaux. La ville de Los Angeles est menacée par plusieurs incendies faisant rage à ses alentours. Les autorités locales ont donné l'ordre d'évacuer plus de 200 000 personnes et des milliers d'habitations se retrouvent menacées, notamment dans le luxueux quartier de Bel Air. Les personnes qui sont menacées sont principalement dans les villes de Los Angeles. Nous avons évacué environ 150 000 personnes dans la partie nord de l'île. Nous encourageons les gens à ne pas faire de sport dehors. N'allez pas dehors si vous êtes sensible. Si vous avez de l'asthme ou d'autres problèmes respiratoires, restez à l'intérieur. Au moins 50 000 autres personnes ont reçu pour instruction de quitter leur domicile dans le comté de Ventura. C'est la première fois que les autorités californiennes lancent l'alerte maximale violette. Les vents ont déjà atteint près de 130 km/h dans les hauteurs qui entravent sérieusement les efforts d'extinction. La responsable de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, lors d'une interview avant la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix du 10 décembre, a rappelé que l'attitude à l'égard d'autres armes et de comportements nocifs avait changé du jour au lendemain après leur interdiction. En dépit de la crise opposant les États-Unis et la Corée du Nord, qui génère la plus grave menace nucléaire depuis des décennies, les militants antinucléaires soutiennent que l'abolition rapide des armes nucléaires était très réaliste. Tout d'un coup, ça peut vraiment aller très vite. 10 ans plus tard, on ne peut pas imaginer qu'on avait accepté ça. Je pense beaucoup au tabagisme d'une certaine façon. Nous ne sommes pas restés assis à attendre que les fumeurs arrêtent le tabac. Nous l'avons interdit à l'intérieur et ils ont dû sortir s'ils voulaient continuer à fumer. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule de penser qu'on était assis dans les bureaux et qu'on fumait. C'était vraiment dingue. C'était stupide. Et je pense que ça pourrait être pareil avec les armes nucléaires. Je pense que si vous vous inquiétez que Donald Trump ait accès aux armes nucléaires et qu'il ait la possibilité, par sa seule volonté, de provoquer à peu près la fin au monde, alors vous êtes probablement préoccupé par les armes nucléaires. Parce que ça veut dire que vous reconnaissez que la dissuasion n'est pas à l'épreuve des balles. Je pense que nous avons une fenêtre d'opportunité en ce moment. La situation est extrêmement inquiétante pour beaucoup de gens. La menace nucléaire est revenue. Soudainement, des pays parlent de l'utilisation d'armes nucléaires et cette norme que nous avons depuis longtemps, que l'on ne fait pas, commence à s'assouplir. Mais en même temps, nous avons connu cette année un énorme succès avec un traité qui interdit les armes nucléaires avec la majorité des États du monde qui pensent que c'est la voie à suivre. ICAN, qui sonne l'alarme depuis des années sur les dangers massifs que constituent ces armes, a remporté une importante victoire en juillet avec l'adoption par les Nations Unies d'un nouveau traité les interdisant.